Ma sœur a annoncé qu'elle était enceinte pour la 8e fois. Et au lieu d'être choqués, mes parents ont applaudi comme s'il s'agissait d'un décret royal. Un autre bébé. Nous allons organiser une grande fête, nous aurons besoin d'une grande maison, et ta sœur aidera à financer. Je suis restée bouche bée avant de répliquer sèchement. Elle ne s'occupe même pas de ses enfants, et j'en ai fini d'élever ses sbires. Le visage de ma sœur s'est tordu de rage. Bien sûr, il fallait que ce soit toi qui dises ça, celle qui ne peut même pas avoir d'enfant. C'est à ce moment-là que ma mère m'a attrapé le bras si fort que ça a laissé des marques et m'a murmuré à l'oreille, si tu ne t'occupes pas de ces enfants, je m'assurerai que tu perdes toi-même la capacité d'en avoir. Tu comprends? Je n'ai pas discuté. Je suis restée silencieuse, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé le soir même. Ensuite, ma mère a appelé la police pour me dénoncer, et ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la famille anéantie. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, et j'ai besoin de vider mon sac parce que ce qui est arrivé à ma famille dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette histoire a commencé il y a 3 mois, mais ses racines remontent à des années. Ma sœur, Madison, a 28 ans et a déjà 7 enfants. Oui, 7. De 4 pères différents. Et non, elle ne s'occupe pas d'eux. C'est mon travail depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que je suis revenue à la maison pour aider. Laissez-moi vous brosser un tableau de ma vie avant que tout n'explose. Je travaillais comme coordinatrice marketing dans une entreprise de technologie, gagnant environ 65 000 $ par an. Pas mal, mais pas assez pour déménager quand on soutient essentiellement 7 enfants qui ne sont pas les vôtres. Madison les déposait chez nos parents chaque matin et disparaissait pendant des jours. Parfois, elle revenait avec un nouveau petit ami, parfois elle revenait enceinte, et parfois elle ne revenait pas du tout jusqu'à ce que les services de protection de l'enfance commencent à poser des questions. Mes parents, Linda et Robert, ont cautionné chaque seconde de ce comportement. Madison traverse juste une mauvaise passe, disait maman. Elle a besoin de notre soutien. Pendant ce temps, c'est moi qui me levais à 5 heures du matin pour préparer les déjeuners, aider aux devoirs et gérer les réunions avec les enseignants. C'est moi qui expliquais à la petite Emma pourquoi maman n'était pas là pour sa fête d'anniversaire, encore une fois. C'est moi qui tenais Tyler, 6 ans, dans mes bras pendant qu'il pleurait parce qu'il ne comprenait pas pourquoi papa numéro 3 avait cessé de venir. Les enfants s'appellent Emma, 9 ans, Tyler, 6 ans, Sophia, 5 ans, les jumeaux Jake et Luke, 4 ans, Mia, 3 ans, et le bébé Connor, 18 mois. 7 beaux enfants qui méritaient tellement mieux que le chaos que Madison apportait dans leur vie. Je les aime comme s'ils étaient les miens, ce qui explique probablement pourquoi ce qui s'est passé ensuite a fait si mal. Il y a 3 mois, Madison a fait une entrée triomphale chez nos parents pendant le dîner du dimanche, avec cette lueur familière puis ce sourire suffisant que j'avais appris à redouter. Elle a posé les mains sur son ventre à peine visible et a annoncé « Surprise !» Le numéro 8 est en route. Au lieu du silence choqué que j'attendais, mes parents ont éclaté de joie. Maman s'est même levée pour applaudir. Un autre bébé. C'est merveilleux. Nous devons célébrer ça correctement cette fois. Nous organiserons une grande fête. Peut-être louer le centre communautaire. Oh, et Sarah, tu aideras à financer, n'est-ce pas? Tu gagnes bien ta vie et la famille passe avant tout. J'étais assise là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant cette scène surréaliste se dérouler. Madison rayonnait comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait gagné le prix Nobel. Pas comme si elle mettait au monde un autre enfant dans une situation où elle ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'elle avait changé une couche. Vous êtes sérieux, là, ai-je finalement réussi à dire. Elle ne s'occupe même pas des enfants qu'elle a, et je suis censée être excitée à l'idée de financer une fête pour ça. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Madison est passé de la satisfaction béate à la rage pure en moins de 2 secondes. Bien sûr, il fallait que ce soit toi qui dises ça, a-t-elle sifflé. Celle qui ne peut même pas avoir d'enfant. Peut-être que si tu n'étais pas si amère d'être brisée, tu comprendrais que certaines d'entre nous sont bénies par la fertilité. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Madison connaissait mes luttes avec l'endométriose, les années d'essai avec mon ex-mari David, les fausses couches qui m'avaient presque anéanti.
Elle savait que mon incapacité à avoir des enfants était la blessure la plus profonde que je portais, et elle venait de tourner le couteau dans la plaie. Mais ce qui s'est passé ensuite était pire. Maman s'est levée, s'est approchée de l'endroit où j'étais assise et m'a attrapé le bras. Ses doigts se sont enfoncés si fort que je pouvais sentir ses ongles à travers mon pull. Elle s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille, sa voix si basse et venimeuse qu'elle m'a donné des frissons dans le dos. Si tu ne t'occupes pas de ces enfants, a-t-elle dit, je m'assurerai que tu perdes toi-même la capacité d'en avoir. Tu comprends? La menace était si choquante, si complètement au-delà de tout ce que je pensais ma mère capable de faire, que je suis restée assise là, à la fixer. Cette femme qui m'avait élevée, qui m'avait soi-disant aimée, venait de me menacer de me faire du mal physiquement pour s'assurer que je continue à cautionner l'irresponsabilité de ma sœur. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni fait de scène. J'ai simplement hoché la tête, j'ai fini mon dîner en silence et je me suis excusée. Cette nuit-là, je suis rentrée dans mon petit appartement au-dessus du garage derrière la maison de mes parents, l'endroit où je vivais sans loyer en échange de mon rôle de nounou non rémunéré pour Madison, et j'ai emballé tout ce que je possédais. À 3 heures du matin, j'avais chargé ma voiture avec mes vêtements, mes documents importants, mon ordinateur portable et les quelques objets personnels qui comptaient pour moi. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine avec un mot qui disait simplement « C'est fini ». Ne me contactez pas, puis j'ai conduit jusqu'à la maison de ma meilleure amie Jessica et j'ai dormi sur son canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon téléphone qui sonnait. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. « Est-ce que je parle à Sarah Mitchell ?» a demandé une voix professionnelle. « Oui. Ici l'agent Rodriguez de la police municipale. Nous avons reçu un rapport indiquant que vous avez volé des biens appartenant à Linda et Robert Mitchell. Ils affirment que vous avez pris des objets qui ne vous appartiennent pas lorsque vous avez quitté leur propriété. » Mon sang s'est glacé. Quels objets? Selon le rapport, des appareils électroniques, des meubles et des effets personnels. Ils demandent que vous restituiez les objets immédiatement, sinon ils seront contraints de porter plainte. J'ai expliqué que tout ce que j'avais pris m'appartenait, que j'avais des reçus et des preuves d'achat pour l'électronique, et que j'avais vécu dans leur appartement de garage pendant 3 ans en payant pour mes propres meubles et affaires. L'agent Rodriguez semblait compatissant, mais il a dit que je devais venir au poste pour régler ça. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce n'était que le début de la campagne de vengeance de ma mère. Quand je suis arrivée au poste de police, j'ai apporté tous les reçus que j'ai pu trouver, des photos de mon appartement montrant mes affaires, et même des relevés bancaires prouvant que j'avais tout acheté moi-même. L'agent a tout examiné et a conclu qu'aucun crime n'avait été commis. Mais pendant que j'étais là, quelque chose d'intéressant s'est produit. « Madame, » a dit l'agent Rodriguez, l'air mal à l'aise, « je dois vous demander, y a-t-il des enfants vivant dans cette maison qui pourraient être dans une situation dangereuse ? Parce que le rapport que votre mère a déposé contient des détails préoccupants sur les conditions de vie. » J'ai senti mon cœur faire un bond. Quel genre de détails? Elle a mentionné qu'il y a 7 enfants qui y vivent et que sans votre présence pour s'occuper d'eux, elle s'inquiète pour leur sécurité. Elle a spécifiquement mentionné que leur mère n'est pas fiable pour s'occuper d'eux. Et c'est là que j'ai compris. Ma mère n'avait pas seulement appelé la police pour me harceler. Elle avait accidentellement exposé toute la situation avec Madison et les enfants. Dans sa rage et son désespoir de me punir d'être partie, elle avait brossé le portrait d'un foyer où cet enfant était potentiellement en danger. « Agent, dis-je prudemment, ces enfants sont mes neveux et nièces. Leur mère est Madison Mitchell, l'autre fille de Linda, et vous avez raison de vous inquiéter pour leur sécurité. » Ce qui s'est passé ensuite a été comme une série de dominos qui s'effondrent. L'agent Rodriguez a pris des notes détaillées sur tout ce que je lui ai dit, le schéma d'abandon de Madison, le fait que les enfants passaient souvent des jours sans voir leur mère, le défilé incessant de petits amis, le fait que mes parents avaient la soixantaine et étaient dépassés. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone montrant les conditions de vie des enfants, des jouets éparpillés partout, de la vaisselle sale empilée dans l'évier, le petit Connor toujours dans une couche qui n'avait manifestement pas été changée depuis des heures. J'ai essentiellement élevé ces enfants pendant 3 ans, ai-je expliqué.
Je suis partie parce qu'on m'a menacée lorsque j'ai exprimé mon inquiétude quant au fait que ma sœur est un autre bébé dont elle ne peut pas s'occuper. L'agent Rodriguez a hoché la tête d'un air sombre. En moins de 2 heures, les services de protection de l'enfance, CPS, étaient chez mes parents pour une visite surprise. Je n'étais pas là, évidemment, mais la voisine de Jessica, Madame Chen, l'a appelée. Elle habitait de l'autre côté de la rue et avait tout vu. Selon Madame Chen, 2 agents du CPS sont arrivés vers midi. La voiture de Madison n'était pas dans l'allée, ce qui n'était pas inhabituel, mais cela signifiait que mes parents étaient seuls avec cet enfant de moins de 10 ans. Les agents ont passé 3 heures à la maison à interroger les enfants, à prendre des photos et à examiner les conditions de vie. Le soir, j'avais 5 appels manqués de ma mère et 12 SMS allant de la supplication à la menace. Le dernier SMS disait « Regarde ce que tu as fait. Ils menacent de nous enlever les enfants. Tout est de ta faute. » Mais je n'avais pas fini. Ce soir-là, j'ai appelé l'assistante sociale du CPS qui avait laissé sa carte à Madame Chen. Elle s'appelait Angela Williams, et elle était incroyablement professionnelle et minutieuse. Madame Mitchell, a-t-elle dit, je comprends que vous étiez la principale responsable de ces enfants jusqu'à récemment. C'est exact. Seriez-vous prête à venir demain pour faire une déclaration sur les conditions de vie et les arrangements de garde des enfants? J'ai accepté immédiatement. Le lendemain, j'ai passé 4 heures au bureau du CPS à fournir des informations détaillées sur le schéma de négligence de Madison, l'incapacité de mes parents à s'occuper correctement de cet enfant, et la pression financière que la situation avait exercée sur tout le monde. J'ai apporté des photos, des documents sur les rendez-vous médicaux où j'avais emmené les enfants, les dossiers scolaires où j'étais listée comme contact d'urgence, et même des reçus d'épicerie montrant que j'achetais la nourriture pour la maison. Mademoiselle Mitchell, a dit Angela après avoir tout examiné, c'est l'un des cas les mieux documentés que j'ai vus. Ces enfants ont été essentiellement abandonnés par leur mère et sont pris en charge par des grands-parents qui sont clairement dépassés. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous allons mener une enquête complète. En attendant, les enfants resteront à la maison, mais avec une surveillance accrue et des services de soutien. Nous exigerons également que Madison suive des cours de parentalité et se soumette à des tests de dépistage de drogue. Des tests de dépistage. Je n'avais pas mentionné les drogues parce que je n'étais pas certaine, mais apparemment les agents du CPS avaient observé suffisamment de signaux d'alarme lors de leur visite pour justifier des tests. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation s'est rapidement envenimée. Madison a échoué à son premier test de dépistage, cocaïne et marijuana. Elle a manqué ses 3 premiers cours de parentalité. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse avec le bébé Connor dans la voiture, bien qu'il n'ait heureusement pas été blessé. Mes parents, pendant ce temps, luttaient pour s'occuper de cet enfant sans mon aide. Emma m'a appelé en pleurant un soir parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans la maison et que grand-mère et grand-père étaient trop fatigués pour aller faire les courses. Tyler a fait pipi au lit et a dû dormir dedans parce que personne n'avait fait de lessive depuis une semaine. Les jumeaux se sont battus à l'école parce qu'ils portaient les mêmes vêtements depuis 3 jours. Mais la véritable bombe est tombée 3 semaines après mon déménagement. Angela Williams m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Madame Mitchell, nous avons terminé notre enquête et nous recommandons que les enfants soient retirés du foyer immédiatement. Cependant, nous aimerions les placer chez un membre de la famille si possible. Seriez-vous prête à en obtenir la garde? Mon cœur s'est arrêté. Les 7? Si vous ne pouvez pas prendre les 7, nous comprenons, mais vous êtes le seul membre de la famille qui semble être financièrement stable et émotionnellement capable de s'occuper d'eux. Je suis restée silencieuse un long moment, pensant à ce que cela signifierait. Cet enfant. Les enfants que j'élevais déjà, mais maintenant avec une autorité légale et un soutien financier. Les enfants que j'aimais désespérément, mais que j'avais quittés pour protéger ma propre santé mentale. Puis-je avoir 48 heures pour y réfléchir et prendre des dispositions, ai-je demandé. Bien sûr. Mais Madame Mitchell, je dois vous informer que si vous ne pouvez pas les prendre, ils seront probablement séparés entre différentes familles d'accueil. Il est très difficile de placer 7 frères et sœurs ensemble. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat.
Oui, j'avais pris un avocat après le faux rapport de police de ma mère. Il s'appelait Michael Torres, et il était brillant. Sarah, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation, cela pourrait en fait jouer en votre faveur de plus d'une manière. Si vous prenez la garde de ces enfants, vous aurez droit à un soutien financier important de l'État. Plus important encore, vous aurez une base légale pour poursuivre Madison et potentiellement vos parents pour les années de garde d'enfants non rémunérées que vous avez fournies. Les poursuivre en justice? Pensez-y. Vous avez fourni des soins à plein temps pour cet enfant pendant 3 ans. Le tarif en vigueur pour une nounou à domicile pour cet enfant serait d'au moins 60 000 $ par an, plus le gîte et le couvert. Vous avez essentiellement fourni 180 000 $ de travail non rémunéré. J'avais la tête qui tournait. Mais je vivais là-bas sans loyer dans un appartement de garage aménagé en échange de soins 24h24 et 7/7. Sarah, vous étiez exploitée. Et maintenant que vous aurez la garde légale des enfants, vous pouvez demander au tribunal d'exiger que Madison paie une pension alimentaire pour les 7. Plus j'y pensais, plus cela avait du sens. J'aime ces enfants. Je les élevais déjà. Et maintenant, je pouvais le faire avec une autorité légale, un soutien financier, et sans la manipulation et les abus de ma famille. J'ai appelé Angela Williams le lendemain matin. Je les prends. Tous les 7. Le jour où je suis allée chercher les enfants a été un chaos, mais du bon genre. Emma m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes. Tyler m'a murmuré à l'oreille, « Je savais que tu reviendrais. » Les jumeaux sautaient partout d'excitation. Même le bébé Connor a tendu ses petits bras potelés vers moi. Mes parents se tenaient sur le seuil, l'air abasourdi. Madison n'était pas là. Elle avait été de nouveau arrêtée 2 jours plus tôt pour avoir violé ses conditions de libération conditionnelle. Sarah, a dit ma mère alors que je chargeais le dernier siège auto dans mon SUV. Tu ne peux pas faire ça. Ce ne sont pas tes enfants. En fait, maman, dis-je en brandissant les papiers de garde, légalement, ils le sont maintenant. Mais la fête, nous organisions la baby shower de Madison. Vous pouvez toujours faire votre fête, dis-je calmement. Mais vous la ferez seule. Le premier mois a été une période d'adaptation pour nous tous. J'avais loué une maison de 4 chambres avec un grand jardin, quelque chose que je pouvais me permettre maintenant que je recevais une pension alimentaire de l'État et que j'avais demandé une pension alimentaire rétroactive aux différents pères des enfants de Madison. Michael Torres avait eu raison. Le tribunal était très intéressé par l'exploitation financière que j'avais subie. Les enfants se sont épanouis dans la stabilité. Les notes d'Emma sont passées de C et D à A et B, Tyler a cessé de faire des cauchemars. Les jumeaux se sont inscrits au football, qu'ils adoraient. La petite Mia a commencé à parler davantage, et Connor atteignait tous ses jalons de développement pour la première fois depuis des mois. Mais la vraie satisfaction est venue lorsque le procès a commencé à porter ses fruits. Madison, faisant face à cette chef d'accusation d'abandon d'enfants et incapable de se payer un avocat, a été condamnée à payer 2 800 $ par mois de pension alimentaire. Comme elle n'avait ni emploi ni bien, son salaire serait saisi sur tout emploi futur, et la dette continuerait de s'accumuler avec des intérêts. Le procès contre mes parents pour garde d'enfants non rémunérés était plus compliqué, mais Michael était confiant. Ils ont bénéficié financièrement de votre travail gratuit, a-t-il expliqué. Ils ont pu maintenir leur style de vie et éviter de payer pour des soins professionnels parce que vous les avez fournis gratuitement sous la contrainte. Trouver un nouveau logement est devenu ma priorité absolue après l'incident avec la foule. J'ai commencé à chercher des maisons dans le comté voisin, assez loin de la portée de ma mère, mais assez près pour que les enfants n'aient pas à changer de district scolaire. J'ai trouvé une belle maison coloniale de 5 chambres avec un immense jardin et un excellent système scolaire. Le vendeur était prêt à conclure rapidement, et entre l'argent de mon règlement et le soutien de l'État que je recevais, je pouvais me le permettre. Mais je n'ai parlé du déménagement à personne dans ma famille. Pour autant qu'ils le sachent, je restais sur place et je subissais leur harcèlement. Pendant ce temps, je faisais secrètement mes cartons, j'engageais des déménageurs et je me préparais à un nouveau départ. La semaine avant notre déménagement, quelque chose d'inattendu s'est produit qui a changé toute la dynamique de la situation.
Madison m'a appelé du centre de traitement, mais cette fois, elle n'était ni en pleurs ni pleine de remords. Elle semblait en colère, furieuse en fait. Sarah, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu ne m'interrompes pas avant que j'ai fini de parler. D'accord. Je viens de recevoir une lettre de maman. Elle raconte à tout le monde, y compris aux gens ici au centre, que tu as manipulé le système pour voler mes enfants, que tu es une femme célibataire instable qui ne devrait pas élever d'enfants, et qu'elle travaille pour les ramener là où ils doivent être. J'ai senti mon estomac se nouer. Madison, ne m'interromps pas, ai-je dit. Elle a aussi dit à Kevin et Marcus que s'ils l'aidaient à récupérer les enfants, elle s'assurerait qu'ils n'auraient pas à payer de pension alimentaire rétroactive. Elle leur promet qu'ils peuvent simplement prendre leurs enfants biologiques et disparaître, et qu'elle les couvrira légalement. Mon sang s'est glacé. L'arrangement de garde que j'avais était solide. Mais si ces hommes essayaient vraiment de kidnapper leurs enfants biologiques et de fuir l'État, cela pourrait prendre des mois ou des années pour récupérer les enfants par les voies légales. Il y a plus, a continué Madison. Elle a appelé des gens de mon passé, des dealers, des amis qui sont de mauvaises nouvelles, leur disant où tu habites et laissant entendre qu'il pourrait y avoir des objets de valeur à voler dans une maison où quelqu'un vient de recevoir un gros règlement. Maintenant, j'étais terrifiée. Ce n'était plus seulement du harcèlement. C'était ma mère qui essayait activement de nous mettre, les enfants et moi, en danger. Madison, pourquoi tu me dis ça? Parce que j'en ai fini d'être une lâche. J'en ai fini de laisser les autres se battre à ma place pendant que je me cache. Et je ne vais certainement pas laisser notre mère mettre mes enfants en danger parce qu'elle ne supporte pas de perdre le contrôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sors d'ici plus tôt que prévu. Je sais que ce n'est pas idéal, mais je suis clean depuis 7 mois. J'ai terminé le programme de base, et ils me laisseront terminer la partie ambulatoire tout en vivant dans un établissement pour personnes sobres. Je rentre à la maison pour t'aider à protéger mes enfants. J'étais stupéfaite. Madison n'avait jamais tenu tête à notre mère de toute sa vie. Elle n'avait jamais protégé personne, y compris elle-même. L'idée qu'elle soit prête à quitter le traitement plus tôt pour m'aider était presque incroyable. Tu es sûr de ça? Ton rétablissement doit passer avant tout. Mon rétablissement ne signifie rien si mes enfants sont blessés parce que j'ai été trop égoïste pour les protéger. J'ai passé des années à être une mère terrible, mais je peux au moins essayer d'être une personne décente. Madison est rentrée 3 jours plus tard, et le changement en elle était remarquable. Elle avait le regard clair, était concentrée et absolument furieuse de ce que notre mère avait fait. Où sont maman et papa? A-t-elle demandé quand je suis venue la chercher à la gare routière. Papa a déménagé. Il ne supportait plus le comportement de maman. Maman vit seule dans la maison, et son état s'est aggravé depuis que papa est parti. Bien, parce que je vais aller la voir, et je veux que toi et les enfants soyez loin quand je le ferai. Madison, qu'est-ce que tu prévois? Je vais lui dire exactement ce que je pense d'elle. Et ensuite, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Cet après-midi-là, pendant que j'emmenais les enfants au parc, Madison est allée dans la maison de notre enfance pour ce qu'elle a plus tard décrit comme la conversation la plus satisfaisante de sa vie. Elle a trouvé notre mère dans la cuisine, l'air débraillé et amer. La maison était en désordre, la vaisselle empilée, le linge partout, des bouteilles de vin vides sur le comptoir. Madison, a dit maman en se précipitant pour la serrer dans ses bras. Oh, ma chérie, tu es à la maison. C'est le moment parfait. Nous pouvons arranger tout ce gâchis avec Sarah et récupérer les enfants là où ils doivent être. Assieds-toi, maman, a dit Madison tranquillement. Quoi? Assieds-toi. Nous devons parler. Maman s'est assise, s'attendant probablement à ce que Madison soit d'accord avec ses plans. Au lieu de cela, Madison a tiré une chaise en face d'elle et l'a regardée droit dans les yeux. Je sais ce que tu as fait. Je sais pour le harcèlement, les faux rapports, la foule que tu as organisée pour essayer de prendre mes enfants. Je sais que tu as contacté mes dealers et Kevin et Marcus. Je sais tout. Le visage de maman est devenu pâle. Ma chérie, j'essayais juste de protéger ses enfants. Sarah n'a aucun droit. Arrête de parler, a dit Madison fermement. Pour une fois dans ta vie, arrête de parler et écoute-moi.
La bouche de notre mère s'est refermée, probablement plus par choc que par obéissance. Ses enfants se mouraient sous ma garde, a poursuivi Madison. Pas littéralement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je tuais leur esprit avec ma négligence, mon égoïsme et ma dépendance. Sarah les a sauvés. Elle les a sauvés de moi et elle les a sauvés de toi. Madison, ce n'est pas, j'ai dit, arrête de parler. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai mis cet enfant au monde et que je n'ai pas pris la peine de m'en occuper. Ce qui n'est pas juste, c'est que Sarah a passé 3 ans de sa vie à élever mes enfants pendant que je faisais la fête, que je me droguais et que je couchais avec des hommes au hasard. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu as cautionné chaque choix destructeur que j'ai fait parce que c'était plus facile que de me tenir responsable. Maman pleurait maintenant, mais Madison n'avait pas fini. Sarah aime mes enfants plus que moi. Voilà, je l'ai dit. Elle les aime plus que leur propre mère ne les aime. Et tu sais quoi? Ils ont de la chance de l'avoir. Ils s'épanouissent avec elle d'une manière qu'ils n'ont jamais connue avec moi. Et au lieu d'être reconnaissante, tu essaies de détruire la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ses enfants. Mais ils font partie de la famille. Sarah est de la famille. Elle est plus de la famille pour ses enfants que je ne l'ai jamais été. C'est elle qui se lève avec eux quand ils sont malades. C'est elle qui aide aux devoirs, qui va aux réunions parents-professeurs et qui se souvient de leurs plats préférés. C'est elle qui les fait se sentir en sécurité, aimés et valorisés. Madison s'est levée, arpentant la pièce maintenant, alors que des années de colère et de culpabilité refoulée se déversaient. Et tu veux savoir le pire? La partie qui me met tellement en colère que j'ai du mal à y voir clair. Tu mets ces enfants en danger. Des enfants que tu prétends aimer, parce que ton orgueil est blessé. Tu préférerais les voir traumatisés et effrayés plutôt que d'admettre que tu avais tort. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour eux. Non, tu veux le contrôle. Tu veux être la matriarche qui prend toutes les décisions, même quand tes décisions sont terribles. Eh bien, devine quoi, maman? Je te retire ce pouvoir. Madison a sorti un dossier qu'elle portait et l'a posé sur la table. Ce sont des papiers pour mettre fin à tes droits de grand-mère. Je les signe. Sarah les dépose. Et tu n'auras plus jamais le droit légal de prendre des décisions concernant mes enfants. Notre mère a regardé les papiers comme s'ils étaient du poison. Tu ne peux pas faire ça. Je suis leur grand-mère. J'ai des droits. Tu avais des droits, et tu les as utilisés pour terroriser mes enfants et la femme qui s'en occupe. Tu as perdu ces droits quand tu as choisi la vengeance plutôt que leur bien-être. Madison, s'il te plaît. Ils sont tout ce qui me reste. Ton père est parti. Tu es parti. Sarah ne me parle plus. Ces enfants sont tout ce que j'ai. Pour la première fois, la voix de Madison s'est légèrement adoucie. Maman, tu aurais pu faire partie de leur vie. Sarah aurait collaboré avec toi si tu avais été raisonnable. Mais tu as choisi d'être vindicative et destructrice au lieu d'être un soutien. Tu t'es infligé ça à toi-même. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comment suis-je censé vivre sans eux? Tu trouves un moyen d'être une meilleure personne. Tu suis une thérapie. Tu assumes la responsabilité de tes actes. Et peut-être qu'un jour, si tu peux prouver que tu as changé, Sarah envisagera de te laisser les revoir. Mais c'est son choix maintenant, pas le tien. Madison a laissé les papiers sur la table et est sortie, laissant notre mère sangloter dans la cuisine. Quand elle est venue me chercher au parc, Madison avait l'air plus légère, comme si elle avait porté un poids pendant des années et l'avait enfin déposé. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Ça s'est passé exactement comme il le fallait. Elle sait qu'elle a perdu et elle sait que c'est de sa propre faute. Tu vas bien? Ce soir-là, alors que nous mettions les enfants au lit dans notre nouvelle maison, oui, nous avions déménagé ce jour-là, pendant que Madison affrontait notre mère, Madison a demandé si elle pouvait leur dire bonne nuit à chacun. Emma, a-t-elle dit, s'agenouillant au niveau de sa fille. Je veux que tu saches que tante Sarah est la meilleure maman que tu puisses demander, et je suis fière de toi d'être si courageuse et intelligente. Emma a serré sa mère dans ses bras. L'a vraiment serrée pour la première fois depuis des années. Tu vas aller mieux, maman?
J'essaie très fort d'aller mieux, ma chérie. Et une partie de ce processus consiste à m'assurer que toi, tes frères et sœurs êtes en sécurité et heureux avec tante Sarah. Elle a eu des conversations similaires avec chaque enfant, adaptées à leur âge et honnêtes. Elle a dit à Tyler qu'elle était fière de lui d'être un si bon grand frère. Elle a dit aux jumeaux qu'elle était désolée d'avoir manqué tant de leur match de football, mais qu'elle était contente que tante Sarah soit là pour les encourager. Elle a dit à la petite Mia que c'était normal d'aimer le plus tante Sarah, parce que tante Sarah l'aimait le plus aussi. Quand elle est arrivée à bébé Connor, elle l'a juste tenu dans ses bras pendant un long moment, des larmes coulant sur son visage. « Je ne mérite pas d'être sa mère », m'a-t-elle murmuré. « Je ne mérite d'être la mère d'aucun d'entre eux, mais je suis si reconnaissante que tu le sois. » 3 mois après avoir obtenu la garde des enfants, j'ai reçu une offre de règlement de la compagnie d'assurance de mes parents, 150 000 $ pour détresse émotionnelle et salaires impayés. De plus, ils paieraient la thérapie et les frais médicaux des enfants pendant 2 ans. Mais la vraie victoire est venue lorsque la 8e grossesse de Madison a pris un tournant qu'elle n'avait pas prévu. Le nouveau père, un gars nommé Brandon avec qui elle sortait depuis 2 mois, n'a plus voulu entendre parler d'elle une fois qu'il a appris l'existence de ses 7 autres enfants et de ses problèmes de drogue. Madison, alors enceinte de 6 mois et faisant face à des accusations criminelles, a finalement touché le fond. Elle m'a appelé en pleurant un soir d'octobre. « Sarah », sanglotait-elle. « J'ai tout gâché. J'ai tellement tout gâché. Oui, c'est vrai. Je veux devenir clean. Je veux être une meilleure mère, mais je ne sais pas comment. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la colère envers ma sœur. « Madison, si tu veux faire partie de la vie de ces enfants, tu dois le prouver. Pas avec des mots, mais avec des actes. Qu'est-ce que je dois faire? Terminer un programme de traitement en résidence. Rester clean pendant au moins 1 an. Trouver un travail et le garder. Assister à des cours de parentalité et accepter que j'ai la garde et que cela ne changera pas. Et ensuite? Ensuite, nous pourrons parler de visites supervisées. Madison est restée silencieuse pendant un long moment. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je le ferai. Au début, je ne l'ai pas cru. Madison avait déjà fait des promesses, mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être que c'était les hormones de la grossesse, ou peut-être le fait de faire enfin face à de réelles conséquences pour ses actes, mais elle a effectivement tenu parole. Elle est entrée dans un programme de traitement en résidence 2 semaines plus tard. Pour la première fois depuis des années, elle est restée au même endroit pendant plus d'1 mois. Elle a assisté à chaque session, terminé chaque devoir et est restée clean. Les enfants étaient confus au début de savoir où leur mère était partie, mais j'ai été honnête avec eux de manière adaptée à leur âge. Maman apprend à être en meilleure santé, leur ai-je dit. Elle travaille très dur pour aller mieux afin de pouvoir être une bonne maman pour vous. Mes parents, quant à eux, faisaient face à leurs propres conséquences. Le faux rapport de police avait entraîné des poursuites contre ma mère pour fausses plaintes. Elle a écopé de travaux d'intérêt général et d'une amende. Mais plus important encore, elle a perdu son emploi à la banque où elle travaillait depuis 15 ans. Apparemment, avoir un casier judiciaire n'est pas bien vu dans les services financiers. Ils ont essayé de rendre visite aux enfants plusieurs fois, mais j'ai maintenu des limites strictes. Vous pouvez les voir pendant 2 heures tous les 2 dimanches en ma présence, leur ai-je dit. Vous avez perdu le droit d'accès non supervisé lorsque vous m'avez menacé. Papa a mieux accepté cela que maman, mais même lui semblait comprendre qu'ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. 6 mois après avoir obtenu la garde, j'ai reçu un appel du centre de traitement où séjournait Madison. Mademoiselle Mitchell, ici le docteur Patricia Ansley, la conseillère de Madison. Elle demande si elle peut vous écrire une lettre, à vous et aux enfants. Elle a fait des progrès significatifs, et nous pensons qu'il pourrait être thérapeutique pour elle d'exprimer ses sentiments sur la situation. J'ai accepté, et la lettre est arrivée 3 jours plus tard. Chère Sarah, commençait-elle. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait, à toi et à mes enfants. J'ai été égoïste et cruelle, et j'ai profité de ton amour pour mes enfants. Tu leur as donné tout ce que j'aurais dû leur donner.
Et au lieu d'être reconnaissante, j'étais pleine de ressentiment et de jalousie. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper les années que je t'ai volées, mais je veux essayer d'être meilleure. Pas seulement pour mes enfants, mais parce que tu mérites mieux de ma part. Merci d'avoir sauvé mes enfants quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. Il y avait une lettre séparée pour chacun des enfants, adaptée à leur âge et pleine d'amour et d'excuses. Emma a pleuré quand je lui ai lu la sienne. Tyler a demandé si maman allait bientôt rentrer à la maison. Les jumeaux n'ont pas vraiment compris, mais ils étaient heureux d'entendre que maman pensait à eux. En décembre, Madison était clean depuis 8 mois et avait donné naissance à la petite Lily, une petite fille en bonne santé qui a été immédiatement placée sous ma garde également. Oui, j'avais maintenant 8 enfants, mais j'avais aussi un système de soutien que je m'étais construit. Jessica avait emménagé pour aider avec la garde des enfants. J'avais engagé une nounou à temps partiel pour les heures après l'école, et le soutien de l'État pour 8 enfants était substantiel. Plus important encore, Madison était différente lorsqu'elle venait en visite. Elle était présente, engagée et sincèrement intéressée par la vie de ses enfants. Elle posait des questions sur l'école, se souvenait de leurs plats préférés et changeait même les couches sans qu'on le lui demande. Je veux déménager plus près quand j'aurai terminé le programme, m'a-t-elle dit lors d'une de nos visites supervisées. Pas pour les reprendre, a-t-elle ajouté rapidement en voyant mon expression. Je sais qu'ils sont mieux avec toi, mais je veux faire partie de leur vie de la manière que tu autoriseras. C'est une conversation que nous pourrons avoir quand tu seras clean depuis 1 an et que tu auras un logement et un emploi stable, ai-je répondu. Et elle a hoché la tête, acceptant mes limites sans discuter pour la première fois de notre vie. Quant à mes parents, la relation est restée tendue mais civile. Ils voyaient les enfants régulièrement et semblaient enfin comprendre que je n'étais pas la méchante de l'histoire. Papa s'est même excusé auprès de moi en privé un après-midi de janvier. Sarah, a-t-il dit, ta mère et moi avons eu tort. Nous étions tellement concentrés sur le fait de cautionner Madison que nous n'avons pas vu à quel point nous t'en demandions. Nous ne t'avons pas protégé et nous aurions dû le faire. Les excuses de maman ont mis plus de temps, mais elles sont finalement venues. Elle ne semblait pas pouvoir accepter pleinement qu'elle avait eu tort, mais elle a cessé de me blâmer pour les conséquences de ses propres actes. La dernière pièce de satisfaction est arrivée en février, presque exactement 1 an après le début de tout ce gâchis. Madison était sortie du traitement depuis 2 mois, avait trouvé un emploi dans une épicerie et vivait dans un établissement pour personnes sobres. Elle payait une pension alimentaire. De petites sommes, mais elle payait. Plus important encore, elle se présentait régulièrement à ses visites programmées avec les enfants. Lors d'une de ces visites, elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Sarah, j'ai besoin que tu saches quelque chose. La nuit avant d'entrer en traitement, je pensais à me faire du mal. Je pensais que tout le monde serait mieux sans moi. Mais ensuite j'ai réalisé que si je mourais, tu serais coincée à élever mes enfants pour toujours sans avoir le choix. Et ce serait la chose la plus cruelle que je puisse te faire après tout ce que je t'avais déjà fait subir. Je suis restée silencieuse un moment, digérant cette révélation. Madison, ai-je finalement dit. Élever tes enfants n'a jamais été un fardeau. Ce sont des enfants incroyables, et je les aime. Ce qui était un fardeau, c'était d'être prise pour acquise et manipulée, et de n'avoir aucun droit légal pour les protéger ou me protéger. Je comprends ça maintenant, a-t-elle dit. Ce n'était pas la fin à laquelle je m'attendais quand ce cauchemar a commencé, mais c'était mieux que ce que j'osais espérer. Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, cela fait 15 mois que j'ai obtenu la garde des enfants. Emma s'épanouit en CM1 et veut devenir avocate comme Michael Torres. Tyler apprend à jouer du piano. Les jumeaux sont toujours obsédés par le football. Mia commencera la maternelle à l'automne. Connor marche, parle et m'appelle « maman ». La petite Lily vient d'avoir 6 mois et c'est le bébé le plus doux et le plus heureux que vous ayez jamais vu. Madison rend visite 2 fois par semaine et appelle tous les dimanches pour parler aux enfants. Elle est clean depuis plus d'1 an maintenant et économise de l'argent pour avoir son propre appartement. Notre relation ne sera jamais ce qu'elle était, mais elle est meilleure que ce que j'aurais pu imaginer. Mes parents voient les enfants un week-end sur 2 et ont accepté leur rôle limité dans nos vies. Ils aident parfois à aller chercher les enfants à l'école et ne manquent jamais une fête d'anniversaire. Et moi,
Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. J'ai la famille que j'ai toujours voulu, mais pas de la manière que j'attendais. Je ne suis pas la mère biologique de ces 8 beaux enfants, mais je suis leur maman de toutes les manières qui comptent. Je me réveille chaque matin au milieu du chaos, des rires, des doigts collants et des drames de devoir, et je n'échangerai ça pour rien au monde. Les batailles juridiques sont pour la plupart terminées. L'arrangement de garde est permanent, et Madison a signé des papiers renonçant formellement à ses droits parentaux tout en conservant des droits de visite. Elle sera toujours leur mère biologique, mais je suis leur maman. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ma mère n'avait pas appelé la police ce jour-là. Si elle n'avait pas accidentellement exposé la situation qui a conduit à l'intervention du CPS, serais-je toujours en train de vivre dans cet appartement de garage à élever des enfants qui n'étaient pas légalement les miens, sans aucun pouvoir pour les protéger ou me protéger? Madison serait-elle toujours en train de passer de crise en crise pendant que tout le monde la cautionnait? Je ne le saurai jamais. Mais je suis reconnaissante de la tournure des événements. La tentative de ma mère de me punir pour avoir fixé des limites a fini par me donner tout ce que j'avais toujours voulu, une vraie famille, une protection légale pour les enfants que j'aimais, et le pouvoir de prendre des décisions dans leur meilleur intérêt. L'ironie ne m'échappe pas que la tentative de ma famille de me garder piégée dans une situation d'exploitation m'en a finalement complètement libérée. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de protéger les gens que l'on aime, même quand les personnes qui essaient de vous faire du mal sont votre propre famille. Ces 8 enfants sont ma plus grande joie et ma plus grande victoire. Chaque bonne note, chaque match de football réussi, chaque histoire du soir et chaque genou écorché que j'ai embrassé pour le guérir est la preuve que parfois, les meilleures familles sont celles que l'on choisit et pour lesquelles on se bat, pas celles dans lesquelles on est. Et c'est la véritable fin de cette histoire. Pas la vengeance, mais la rédemption. Et une famille qui fonctionne enfin comme elle le devrait.